La diversité des opinions, une gouvernance vertueuse dans la gestion des affaires publiques, des défis énormes qui méritent des prises de position fermes de la Oumma islamique. Sans langue de bois, les panélistes ont dénoncé les tensions qui occasionnent des milliers de morts dans les pays musulmans. Ce qui est en train de se passer sous nos yeux, c'est une formidable pression interne et externe pour nous pousser à la division, à la déstabilisation et au conflit interne. Aujourd'hui, dire que nous refusons ces conflits, que nous refusons les débats internes, que nous refusons la scission sunnite-chiite, et à l'intérieur des sunnites, ceux qui seraient soufis, ceux qui seraient traditionalistes, ceux qui seraient conservateurs, dire aujourd'hui que nous avons besoin de dialogue interne, c'est la plus grande résistance à ce que nous sommes en train de faire de nous-mêmes et dont nous sommes les premiers responsables. La gouvernance vertueuse dure l'éternité de la vérité, alors que la gouvernance injuste ne dure qu'un moment. Et c'est justement ce moment-là qui risque d'être long, parce que c'est fondé sur l'injustice, sur la tyrannie. Et le temps de l'injustice et de la tyrannie, aussi petit soit-il, est un temps long. On ne peut pas aujourd'hui, dans un monde de rareté des ressources, comme l'a évoqué tout à l'heure le doyen Falilou Kane, continuer à accepter l'inacceptable, c'est-à-dire que les ressources, les biens publics soient accaparés par certains individus qui ne veulent pas rendre compte. Le collectif international des musulmans de l'espace francophone œuvre pour le respect de la dignité humaine, de l'environnement et lutte contre la marchandisation du monde. Ce colloque, ce thème du genre, est aussi l'occasion d'envoyer un message de compassion à tous les frères musulmans qui subissent les affres de la guerre. Sur l'international, l'Afrique en bref nous mène en Égypte et à la frontière RDC-Rwanda. Pour commencer, rendons-nous au bord du Nil. Là-bas, comme vous allez le voir, la situation sociale tendue de ces derniers jours commence déjà à peser lourdement sur l'économie du pays. Et le tourisme très dynamique en Égypte est aujourd'hui au bord de la faillite à cause de l'absence des visiteurs. Le souk de Sharm el-Sheikh est étrangement calme. Rares sont les touristes qui s'aventurent encore dans ces échoppes autrefois bondées. D'ici 4 ou 5 jours, je vais devoir mettre la clé sous la porte. Pas de touristes, ça veut dire pas de chiffre d'affaires. Au bord de la mer Rouge, les hôtels sont quasiment vides. En effet, après les violences de ces dernières semaines, les tours opérateurs ont rayé l'Égypte de la liste de leurs destinations. Et les chancelleries occidentales ont mis en garde leurs ressortissants. Un nouveau coup dur pour un secteur touristique qui se remettait à peine de la révolution de 2011. On ne pourra pas tenir plus d'un mois comme ça. Si ça continue, il va falloir réduire notre effectif. C'est grave. C'est très grave. Et c'est tout le pays qui souffre de cette crise. Eux sont venus malgré tout, sous le soleil et pas vraiment inquiets. La télé ne marche pas dans notre chambre, on n'a aucune idée de ce qui se passe. J'ai essayé d'acheter un journal et de regarder sur Internet. Avec le tourisme, c'est toute l'économie égyptienne qui est touchée. À lui seul, le secteur représente 11% du PIB. La paisible campagne rwandaise a perdu de sa quiétude. Vendredi, en début d'après-midi, le district de Rubavu, frontalier avec la République démocratique du Congo, a été la cible de tirs de roquettes. Vers 13 h, j'étais en train de nourrir les vaches lorsque soudain, une bombe en provenance du Congo est tombée juste à côté de moi. Pas de blessés parmi les habitants, ni du côté du troupeau. Mais l'inquiétude s'accroît alors que le conflit a repris entre l'armée congolaise et la rébellion du M23. Pour Kigali, la cause est entendue, la RDC est responsable des tirs. Nous demandons à la RDC d'arrêter ces actes insensés de provocation et de se consacrer à l'initiative de paix qui réunit les pays de la région et la section paix et sécurité des Nations Unies. À Kinshasa, l'ennemi est là aussi tout désigné. Le Rwanda et son président Paul Kagame sont accusés d'instrumentaliser la rébellion du M23. Toute la presse dénonce les bombardements de la semaine dernière qui ont fait 3 morts et une dizaine de blessés. 11 obus sont tombés en 2 temps
dans différents quartiers de la ville de Goma. Une chose semble certaine, selon les premières indications fournies par nos experts. Le plus grand nombre de tirs à la roquette provenaient du territoire de la République du Rwanda. Les civils ayant été ciblés par cette attaque, le gouvernement congolais dénonce un crime de guerre et interpelle les Nations Unies. Mais dès ce week-end, la population de Goma, excédée, s'en est prise aux casques bleus chargés de les protéger contre le M23. 2 manifestants ont été tués lors de ces affrontements.